Donc, bienvenue Angèle dans ce petit format d'interview, le premier épisode donc de Trans Inter. J'espère que c'est pas trop stressant. Ça va, merci à toi pour l'invitation. Aucun Content problème. d'être là. Pour être parfaitement transparent, Ange est une pote quand même à la base, ce qui m'arrange un peu en termes de stress pour la première émission. Donc je te laisse te présenter. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Angèle, du coup, j'ai 27 ans. Je suis une meuf trans de Grenoble, j'ai toujours été d'ici. Du coup, je suis une femme trans, je suis transitionnée il y a 1 an. Est-ce que ça te dit qu'on démarre un peu par réexplorer un peu d'où tu viens, l'enfance, un peu toutes ces questions-là, tu vois? Ouais. Alors, moi, j'ai un truc assez particulier sur ce qu'est l'enfance. Genre, si jamais on retrace un peu le portrait d'une vie et qu'on a toute l'enfance, moi, j'ai des souvenirs qui sont très très vagues, voire aucun souvenir presque. Ah ouais? Ouais, en fait, j'ai que des petits bouts. J'ai vraiment que des tout petits extraits de bouts de vie. Mais j'ai l'impression qu'en 90%, je l'ai oublié complètement. Tu sais que c'était pas du tout la première personne à me dire ça. Ouais. Et genre, moi, j'ai un souvenir quasi photographique de mon enfance. Et je suis quasiment la seule personne que je connais qu'à ça. Mais tu t'en souviens, tu te souviens entre tes 6 ans, tes 7 ans, tes 8 ans? Moi, j'ai pas du tout ça. Je me souviens année par année depuis. Moi, j'ai que des trucs des flashs de quand j'étais en CP, je me souviens d'un truc en CP, c'est tout. Tu vois. Ouais. Genre, quand j'étais en CM1, j'ai fait un exposé sur un truc. Donc, tu vois, c'est des trucs je réfléchis à un événement, un petit truc. Mais vraiment, en termes de souvenirs, genre, si je devrais parler de mon enfance, en fait, j'ai rien à retirer de spécial. Je pense que les choses sont arrivées après, quoi. Ouais. Plutôt le collège-lycée, quoi. Vraiment. Du coup, toi, tu viens de Grenoble, du coup? Ouais, moi, je suis né à Grenoble. Donc, j'ai vécu à Hébin, donc c'est au sud de Grenoble. Sur l'enfance, ouais, j'ai une enfance franchement très banale, très classique. Ok, d'accord. Voilà, il n'y a rien d'extravagant. Au reste de ta vie. J'ai pas eu de dinguerie. Ouais, non. Dinguerie, c'est arrivé plus tard. Du coup, ouais, collège-lycée, typiquement l'adolescence. Est-ce que toi, t'as déjà eu des... Moi, je sais que ça me revient de temps en temps, ce genre de trucs, des espèces de réminiscences de... Ah, mais putain, en fait, genre, ça, c'était les trucs de trans de quand j'étais petite. Alors, moi, j'en ai un seul, en fait, de truc, mais qui est d'une évidence. Moi, j'ai su que j'étais trans qu'il y a 1 an. Genre, c'est hyper récent, en fait. Donc, genre, j'ai su à 26 ans, j'ai 27 ans. Après, il y a aussi ta transition non-binaire avant. Oui, donc c'était le début. Et du coup, pour dire les signes, le seul signe que j'ai eu de ma future transidentité en tant qu'ado, c'est que je me disais, si tu pouvais choisir entre être une fille ou être un garçon, tu préfères être une fille ou un garçon? Moi, ça a toujours été une fille. Mais ça ne veut pas du tout dire que je suis trans. Genre vraiment, le chemin, il s'est pas fait du tout. Il n'y a pas eu la connexion. Ça, je pense que c'est un blocage qu'on a beaucoup connu, le meuf comme mec trans, en fait, en règle générale. Moi, c'était exactement pareil. Genre, je me suis toujours dit, quitte à choisir, franchement, j'ai zéro doute. S'il y avait le choix comme ça devant moi. Et après, généralement, ce que tu te dis, c'est par contre, je veux pas être une meuf trans. Oui, parce que moi, je voyais pas encore, j'étais pas encore assez identifié aux personnes trans. C'est venu que très très tard. Et du coup, je l'envisageais même pas. C'était pas des questions, en fait, à l'époque. Parce qu'on a grandi vraiment exactement à la même époque. Ouais. Et moi, je me souviens que collège-lycée, genre, déjà, la question gay, c'était déjà compliqué, tu vois. Genre, il y a 15 ans, genre au collège, c'était les années 2010, quoi. Ouais, c'est ça. C'était... il y avait beaucoup d'homophobie, il y avait beaucoup d'insultes qu'on disait énormément à l'époque et qu'on dit plus maintenant. Et je trouve que du coup, il y a une avancée là-dessus, c'est que on utilise moins les insultes homophobes et tout ça. Sans vouloir trop casser le truc, je crois que genre Tarlouse ou PD, c'est encore aujourd'hui l'insulte numéro 1 dans la communauté, tu vois. Ça reste l'insulte numéro 1, il me semble. Il faudrait que je vérifie mes informations et tout, tu vois. En tout cas, c'est moins le cas après quand tu grandis, quand t'arrives au lycée ou quoi. Mais je le disais encore, même au lycée, tu vois. Oui. Moi, je me souviens même que, en fait, moi, l'homophobie, elle m'a vraiment percuté dans les études supérieures. C'était... alors que ça devrait être l'inverse. C'est récent, tu vois, tu me dis que c'est avancé. Mais en fait, moi, c'est plus dans les milieux, dans les sphères un peu plus, genre, surtout scientifiques, que j'ai observé une homophobie quand même hyper violente sur certaines personnes. Et du coup, le collège, c'est la période vraiment où tu découvres... donc moi, le déclic trans, il se fait beaucoup plus tard, mais il se fait 10 ans après. Mais déjà, je me disais déjà à cet âge-là, genre, si je faisais un truc, je suis un garçon, je une fille. Ouais. Et je pensais qu'en fait, tout le monde pensait pareil.
Je pensais que tous les garçons disaient la même chose, tu vois. En mode, c'est marrant ça. Mais il y a une différence entre ça et genre, oui, si tu pouvais être un homme ou une femme, enfin, du genre au sexe opposé, pendant genre une période de, genre pendant un jour, là tout le monde dirait oui, genre pour un jour pour voir, tu vois. Ouais. Mais pour l'être définitivement, tout le monde, je sais pas, hein. Je pense qu'il y a des. Je me disais, oui, bah, il y a plein de gens, il y a plein de mecs qui pensent que non, pas du tout en fait. Non, en fait, les mecs cis ne pensent pas, ne se disent pas ça. Non, bah c'est parce que c'est de la pensée trans. Hein, et du coup, voilà, et je ne savais pas, je l'ai pas su, enfin pendant 10 ans, j'étais en mode de, ah non, ça veut pas du tout dire que je pense, alors qu'en fait. Si, tu pensais que c'était normal en fait. Ouais, je pensais que c'était un peu, tout le monde pensait un peu ça et que non, en fait, non, en même temps, personne cis, genre, qui n'a pas envie de devenir une femme, j'ai envie de dire. Genre, non, pas du tout en fait. D'ailleurs, je pense que je peux voir mettre ton. Ouais, j'ai mis le. On a même pas genre précisé qu'on revient de la Pride en fait. Oui, genre, c'est vrai que là, cette édition, elle est. On sort directement de la Pride. On est vraiment dans le rush absolu de. Ouais. On est rentré il y a 20 minutes quoi. Et on a lancé ça. Ouais, Pride aujourd'hui, on est bonne Pride d'ailleurs. C'était vraiment cool. Des très bons cortèges, il y a du monde, il y avait des gens. Ouais, ça faisait plaisir. Ça faisait vraiment du bien. Non, c'était top, ouais. Franchement, c'était une bonne édition. J'ai kiffé. J'espère que les Pride des autres villes ont été aussi excellentes, quoi. Parce que moi, vraiment, je me suis éclaté. Genre, j'en avais fait une il y a peut-être 3 ans, et genre, c'était cool, mais c'est ok, quoi. Bah, je crois que celle de l'année dernière, on n'a pas pu marcher. On était cloîtrés dans le jardin de ville et on pouvait pas sortir du parc. À cause, parce que c'était l'année dernière, c'était quand il y avait. Quand ça cassait des vitrines, tout ça. Genre, il y avait la période de... Ah, c'était pendant les émeutes. C'est pas les émeutes Naël? Ouais, je crois que ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ça, je pense. Donc on disait. Le collège, le lycée, du coup, peut-être. Ouais. Donc, du coup, toi, c'était collège public, privé? Public. J'étais vraiment genre. C'est moyen dans tout, quoi. Ouais. Genre, je passais. Ça, j'ai jamais été. Ni dernière, ni très. Je bossais pas énormément, mais jusqu'au bac, où en fait, genre, j'ai eu mon bac en mode sans bosser particulièrement. Et je l'ai eu en fait dans une filière en fait où je m'en foutais un peu. C'était pas. J'ai eu un bac STI 2D. STI 2D, c'est quoi déjà? Sciences techniques, développement durable, enfin l'industrie et du développement durable. Ça veut dire quoi? C'est un truc où tu fais un peu de sciences techniques, genre de technologie industrielle et sur développement durable. Ah oui, c'est genre quand t'es au lycée et que tu commences déjà à faire des sciences de l'ingénieur. Ouais, voilà. Ouais. Mais moi, du coup, genre, je suis pas du tout allé faire un prépa après. Moi, je suis. En tout cas, rien à voir après le bac, j'ai fait une fac de sport. Ok. Donc, le STAPS, ça. J'ai fait juste un semestre et après, là, la suite de ma vie a pris un penchant. C'est à ce moment-là que ça part. Juste pour 2-3 mots sur le lycée. Il y a un truc là, c'est que je me suis toujours beaucoup plus entendu avec les filles dans les groupes et que dans les groupes de garçons, il y avait un truc, tu vois, où je me sentais pas totalement à ma place, où il y avait un truc de. Des fois, j'étais un peu mal à l'aise ou quoi. En décalage. Ouais, en décalage, un peu ça. Et du coup, j'entendais beaucoup plus avec les groupes des filles en fait. Ouais, on sait pas forcément dire grand chose. Non, il y a plein de mecs avec des meufs, mais en tout cas, dans l'ambiance générale des gens. Est-ce que t'avais ce truc de. Parce que du coup, on a grandi à la même période, de systématiquement prendre des persos féminins dans les jeux vidéo? Alors, ça, mais complètement. Ça, c'est vraiment ça, depuis très petit. Ça, pour moi, ça fait partie des signes, hein, en vrai. Ça, c'est un des signes. C'est un signe. En fait, c'est. Ceux-là, de manière isolée, ça veut rien dire. Mais si tu les additionnes tous, ça fait beaucoup de signes. Si tu mets beaucoup de signes à la fois, ça fait. Moi, je me suis toujours dit, genre, je suis sûr qu'il y a aussi genre, des mecs un peu chelous qui prennent des persos féminins pour mater leur boule. Mais. Ouais, après, il y a des trucs de. Ça dépend dans quel jeu vidéo, comment ou quoi. Mais moi, ça n'a jamais été. C'est juste. C'est comme si tu pouvais être. T'as un avatar et tu pouvais incarner l'avatar. Et je me souviens même que dans certains jeux, genre, t'avais. genre, par exemple, tu prends Halo. Moi, j'adorais la FPS, tu vois, genre grosse BD de FPS. Ah ouais, et tu sais, c'est ce genre de jeu où tu peux pas choisir une meuf. Ah. Du coup, par défaut, je prenais l'alien. Pour faire vraiment le truc. Parce que quitte à pas être. Tu voulais pas être un. Tu peux choisir entre un homme et une pieuvre, je prends la pieuvre, tu vois. Genre vraiment. Ouais, non, moi j'étais du coup identifié comme garçon parce que j'ai l'impression que c'est ce que la société m'impose. C'est comme ça depuis que je suis enfant, donc je suis un garçon. Et pour déconstruire ça, c'est venu bien plus tard, où mon enfance et mon adolescence, en tant que personne trans qui ne savait pas
qu'elle était trans. J'en ai pas souffert comme il y a des gens qui ont souffert et qui avaient des dysphories très fortes, très jeunes. Moi, j'ai fait avec le fait d'être genre considéré comme un garçon. J'ai eu une enfance où bon bah c'était le truc qui m'était attitré, t'es un garçon, t'es dans le groupe des garçons. Donc du coup je faisais avec. Oui, puis c'est bien parce que enfin, j'en ai pas souffert. Tu peux être un garçon. Mais j'étais pas épanoui à 100%. J'étais pas vraiment qui j'étais vraiment à 100%. Parce que c'est quand j'ai compris que c'était pas un garçon 10 ans plus tard que là j'ai pu me sentir genre avec moi-même genre à 100%. Moi genre dans les autres dans les autres signes généralement que je repère un peu, il y a aussi beaucoup la façon de s'habiller. Ou genre quand t'es trans, et même si tu le sais pas encore et que genre on t'a mis garçon, ben tu t'habilles vraiment en mode noir, full noir basique, genre juste avec les vêtements les moins stylés possible quelque part, tu vois, parce que tu cherches juste un peu à disparaître. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment pas mal vécu, et genre le pétage de style qui est venu à partir de du coup c'est un autre truc qu'on partage, ça d'avoir commencé par une transition non binaire. C'est vrai. Moi, c'est à partir de là où j'ai commencé à bien me saper. Et c'est aussi à partir de là que je me suis dit, mais attends, en fait, genre, je veux juste dump tous mes vêtements de mec. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est que quand j'ai commencé à acheter des habits, tout ça, j'ai plus du tout envie, là, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de porter les vêtements de mec qui me restent en placard, quoi. Ouais, non, en fait, j'ai envie, à la limite, de les. Genre, tu sais, quand j'ai une copine à la maison, je me file ou quoi, mais pas pour moi, tu vois. Genre, c'est plus des trucs que je garde de côté. Il y en a certains que je garde par souvenir aussi parce que je les aime bien. Mais sinon, ouais, non, ça a tendance à finir en pyjama, quoi. Ouais. Donc du coup, le lycée, tu fais ton bac spécifique machin, mais tu pars en STAPS. Je pars en STAPS, je fais une demi-année et en fait j'arrête au premier semestre parce que je suis pris dans une compagnie qu'on a créée du coup avec un chorégraphe qui s'appelle Antoine de Ménestrel. C'est une compagnie qui s'appelle la compagnie des Arts Bleus et j'ai rejoint cette compagnie. Okay. On a créé, on voit plusieurs, à 6. On était 3 de Grenoble et 3 de Marseille. Compagnie de cirque, en gros, compagnie d'art, comment ça s'appelle, de théâtre de rue. Théâtre de rue, en gros, mais spectacle. Donc, c'est des spectacles de parcours. Une grosse partie de ma vie, c'est que j'ai fait plus de 10 ans de parcours. Et ça a été mon métier, du coup, en tant qu'artiste grimpeuse, danseuse, traceuse. Ouais. À faire un spectacle. Ouais, traceuse, c'est le traceuse, c'est le nom pour les personnes qui font du parcours, les pratiquants de parcours. Donc le parcours, c'est la discipline, voilà, franchir des obstacles, souvent en milieu urbain. En fait, t'as fait un petit peu un parcours quand même. Ouais, tu fais un parcours. Parce que les gens peut-être ont une image un peu cliché de ce que c'est, tu vois. Ouais, c'est vrai je sais qu'il y a des personnes qui s'intéressent beaucoup. Moi, j'ai commencé le parcours en 2011. Donc ça fait 13 ans. Donc le parcours, c'est une discipline sportive qui consiste à franchir des obstacles de manière plus efficace possible. Il y a le free running qui est le côté plus acrobatique, on fait des saltos. Le parcours, c'est de l'efficacité. Ouais. Le free running, c'est plus une forme d'art. C'est le côté plus acrobatique. Okay. Tu fais des saltos, tu t'amuses. Du slide. Ouais. Donc, en fait, c'est très divers. Dans la parcours free running, tout ça, ça englobe l'art du déplacement. En gros, c'est utiliser le milieu urbain, l'environnement, ce qui t'entoure, la ville, comme terrain de jeu et un petit bout, un bout de trottoir, un bout de banc, ça te fait tout de suite t'as des trucs à faire, genre par contre c'était un peu considéré quand même comme un sport de garçon et en fait c'est pas du tout, vraiment c'est un sport qui est accessible à tout le monde, filles, garçons, genre jeunes ou âgés, genre c'est vraiment pour tout le monde. Il y a des aspects extrêmement physique quand même comme sport. Ouais, mais du coup ça dépend de ce que tu fais, tu vois, genre en fait tu peux faire des trucs de manière beaucoup plus chill, t'es pas obligé de sauter d'un immeuble à un autre. Oui, par exemple. Tu peux juste franchir quelques petites barrières dans moi, parc. Ayant grandi dans les années 2000, quand on parle de parcours, l'image immédiatement, c'est les Yamakasi. Ouais, les Yamakasi, c'est le premier groupe de parcours qui a été médiatisé via un film. Et après, du coup, c'est devenu connu comme étant le nom de la pratique. Et d'ailleurs, c'est pas une discipline française. Si, en fait, le parcours, ça vient de la banlieue sud parisienne. À Ivry, Courcouronnes, Nice. Donc c'est des gens de là-bas en fait, dans les années 90, qui faisaient du parcours. C'était les Yamakasi. Est-ce qu'il y a un lien entre le graphe et le parcours? Parce que si ça vient de Ivry, tu vois, je me pose la question. Non, il n'y a pas de lien avec le graphe, mais du coup, il y a pas mal de gens qui font du graphe qui après un peu à grimper. C'est quand même pratique du coup de savoir faire du parcours pour aller grapher. Mais la discipline de parcours en tant que telle, elle est des années 90, elle a été popularisée dans les années 2000 avec le film Yamakasi. Ok, ouais, d'accord. Et donc moi, j'en ai commencé en 2011 et j'ai juste cherché en fait sur internet, genre club de parcours ou quoi, ou assaut de parcours.
Et je suis tombé sur l'AGP, l'association grenobloise de parcours. Qu'est-ce qui t'avait donné envie à la base? C'était mon meilleur ami qui, du coup, qui fait regarder des vidéos de parcours et tout ça. Il m'a dit, ah, c'est on en fait. Et on est dans le parc, comme ça, en 2011. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans. Ah, j'imagine trop la scène. Et ouais, j'avais 15 ans, j'avais 16 ans. Et après, je me suis impliqué à fond, je suis arrivé, j'ai kiffé, j'ai arrêté de droit tout de suite et j'ai fait ça pendant des années. Je suis devenue présidente en 2015, quelque chose comme ça, je crois. Je sais plus trop quelle année. Et donc j'ai géré, je devais gérer entre 80 et 100, voire 100, 120. Non, mais plus, je sais plus, on était entre 100 et 200. C'était personne de l'asso, 100 personnes qui font Putain, ça c'était quand même. Et après, du coup, j'ai arrêté parce que je suis allé faire des spectacles, du coup, avec la compagnie Les Lézards Bleus. On faisait des spectacles de parcours. C'est les lézards bleus ou les lézards? Les lézards bleus, ouais. J'adore les lézards. Ouais. Donc moi, j'ai arrêté, j'ai fait ça pendant 3 ans, la compagnie a continué après jusqu'à aujourd'hui. Et toi, quand tu faisais du cirque, t'étais du coup vraiment acrobate. Quand on pense cirque, je pense aussi c'est bien de préciser, on pense souvent animaux, clowns, trucs comme ça. Non mais je parlais du cirque parce que du coup on a fait des formations, aux arts du cirque, au Centre national des arts du cirque. On a travaillé avec des gens qui faisaient du cirque aussi et c'est un peu le même milieu. Mais donc le cirque des acrobates en fait, pas c'est vraiment le côté la partie voltigeur quoi. Voilà, c'est ça. Genre tu dis du trapèze? Trapèze, on est fait avec une pote, mais c'était pas dans notre spectacle. Mais trapèze, on avait déjà fait, c'est super cool. Genre vraiment, ça fait peur parce que tu danses au milieu du vide au-dessus d'un filet, bien perché. Enfin, tu tombes, genre t'es un peu par le filet, mais ça fait peur. C'est comme à l'escalade. T'as pas envie de tomber à l'escalade. Ça fait peur. L'escalade, ça fait beaucoup moins peur. Ah ouais? Tu vas sauter dans le vide et si tu fais un jeté en escalade très haut tout en haut de ta voie et que peut-être la sensation de jeter. Après moi j'ai fait de l'escalade avec des gens qui m'assuraient mal. Ouais, ok, d'accord. Du coup, lorsque tu tombes de 3-4 mètres, tu flippes un peu quand même. Mais genre, est-ce que du coup tu fais un peu comme à l'escalade, genre peut-être que je dis un peu trop sur le trapèze, mais ça m'intéresse de fou. Est-ce que genre du coup tu t'entraînes à tomber par exemple? Oui, c'est drôle parce que d'ailleurs j'étais passé dans la page de quelqu'un, c'était parcours Udemy, c'est l'art de tomber, savoir se rattraper. On a un saut à faire par exemple et on va le faire en ratant volontairement pour se rattraper. Tomber, pas se casser la gueule et pour se retomber bien sans se faire mal. Et ça fait partie dans l'entraînement parcours. Il y a une partie où on apprend à tomber. On apprend à se récupérer. D'accord. Parce que déjà, sauter d'une hauteur, c'est tomber d'une hauteur. Et on se rattrape en faisant une roulade. Donc on le fait volontairement, consciemment, mais par exemple, si imaginons on tombe d'une hauteur, automatiquement, quand on fait du parcours et qu'on a appris, on a intégré le fait que dès qu'on saute d'une hauteur, on fait l'enjeu pour amortir le... Le seul truc que je sais en termes de chute, c'est que en gros il faut avoir les jambes un peu tendues pour pouvoir les plier justement au moment où t'atterris pour pas. Il y a toute la technique de fléchir, puis faire une roulade vers l'avant pour disperser l'énergie. Donc du coup là c'est ta période. Donc ouais, ça 2011, 2015, 2016, 2017 où Là t'as laissé l'association de parcours de côté et tu fais du cirque. Ouais, et là je faisais avec la compagnie, on allait un peu partout en France pour des festivals ou des événements où on avait notre spectacle de 45 minutes. Genre t'as fait des tournées? Ouais, on allait un peu partout. Ça a l'air trop bien la vie de tournée. Genre, c'était trop bien. C'était genre tous les... C'était un par trimestre. J'ai fait Aurillac en on, donc devant des milliers de personnes. Aurillac, c'est un festival, le plus grand festival de théâtre de rue. C'est où? C'est à Aurillac, donc en plein milieu de la France. D'accord, ok. Mais c'est connu, c'était connu pour ça. C'était top. C'était un peu le prime, on va dire, à ce moment-là. Et après, 2017, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait beaucoup de voyages dans l'Europe, un peu tous les pays frontaliers. J'ai fait genre Portugal, Espagne, l'Angleterre, l'Islande, Suisse, l'Allemagne, Ukraine. J'ai fait plein de pays. Ouais, j'ai fait beaucoup de pays d'Europe. Tu faisais ça vraiment comme ça, genre en stop, sans argent. Des fois, je prenais des billets d'avion pas chers ou quoi. Okay. Très, très sous-estimé le stop encore, je trouve, aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que plein de gens sont en mode oh, le stop c'est mort, alors que la vérité c'est que ça. Non, stop, tu peux toujours en faire. Il y avait pendant le Covid, c'était compliqué. Ouais, encore. Moi, genre, entre le deuxième et le troisième Covid, les gens faisaient moins prendre des gens dans leur voiture fermée, parce qu'il y avait le Covid. C'est là que j'ai arrêté, je pense, le stop après.
Je trouve c'est cool quand t'as les sous pour payer le billet de train, mais il y a un côté cool à faire du stop aussi, tu vois. Ouais. Genre rencontrer les gens et tout. Ouais, c'est cool. Genre, tu passes 2 fois plus de temps à faire ton trajet, en moyenne. Et encore, ça, je t'ai dit, ça dépend. Parce que moi, justement, tu me dis que tu parles pendant le Covid. Je pense que j'ai fait mon trajet le plus efficace de ma vie en stop pendant le Covid. Ah ouais? 4 voitures, Paris-Grenoble, genre en 6 heures. Ouais, ça, je crois que j'ai déjà fait une fois. C'est parce que ça allait tellement vite genre, en fait, dès que j'arrivais à une station essence, je rentrais dans la voiture d'un mec, genre, quasi direct. Ouais. Et du coup, ça faisait que même si j'avais été toute seule, genre, à conduire une voiture, les pauses que j'aurais fait m'auraient fait perdre plus de temps que le fait de faire du stop. J'étais en mode, putain, ça est quand même, genre, c'est à partir du moment où tu commences à entendre des pays étrangers que ça peut être compliqué. Ouais, c'est un peu plus compliqué, mais bon, quand tu lèves le pouce, les gens comprennent. Peu importe le pays, ça dépend plus ou moins quand même. C'était juste histoire de voyager? Ouais, genre, c'était des voyages de parcours, généralement. C'est un événement de parcours, et donc j'y vais, genre, aux Pays-Bas, j'y suis allé plusieurs fois, à Grenoble jusqu'à La Haye, Pays-Bas. Ok. Sacré trajet. Ouais, sacré trajet, ouais, je l'ai fait en stop en bus. Moi, j'ai fait Grenoble-Munich en stop. Ah ouais? Ah, c'était pas mal. J'ai fait Lisbonne jusqu'à revenir ici à Grenoble. Ouais, putain, c'est pas mal aussi. Hein. On a fait l'aller en avion. Ouais. En mode Autriche. Ah ouais, c'est de la triche. Et par exemple, le retour tout en stop pendant 2 semaines. Il y a aussi une part de ta vie qui est dans le militantisme écolo, non? L'idée de en comment. Gros, je me suis impliqué dans les assos écolos. Alternativa pour celles qui connaissent. Qui est une asso écolo, en gros. Je conseille d'aller voir sur Google ou YouTube, vous tapez Alternativa. Alternativa, ouais. Ok. Et ouais, donc j'ai eu une période un peu écolo où du coup on faisait des actions. Genre j'ai fait une action un peu aux stations essence où on expliquait d'où venait le carburant, que c'est de l'huile de palme et tout. Enfin, oui, des trucs comme ça, tu vois. Il y avait plein de campagnes différentes. Et du coup, j'étais. Genre, comment t'en es venu à faire un service civique là-bas après? J'ai connu l'asso. Et après, j'ai fait un service civique. Donc, genre, en termes d'années dans ta vie, c'est genre quand tu commences le parcours, c'est plutôt quand tu es C'est en 2018, 2019. Donc, c'est genre avant le Covid. Et là, ça fait déjà quelques années que j'avais arrêté le parcours, enfin, de faire des spectacles de parcours. Okay. Après spectacle de parcours, j'ai fait la livraison à vélo. J'ai des Uber Eats, des livrés au tout début. Les premières années qu'il y avait à Grenoble. J'étais surveillante en lycée. Ça, c'était après la période parcours. Attends, ça c'était cirque parcours. Ah, cirque parcours, c'est 3 ans. Et après, j'ai fait genre un peu de livraison à vélo et surveillante. Et qu'est-ce qui t'avait fait arrêter à la base le parcours? Il m'est arrivé des conneries. Je pense que c'était pas une très bonne année. J'ai pas eu des très bonnes années. Et du coup, j'ai arrêté de trop performer vraiment le parcours et d'en faire à fond. Je suis un peu calmé et du coup, maintenant, j'ai quasiment arrêté, mais j'en ai l'espoir de reprendre. Bah, je suis chaud. Ouais. Mais du coup, j'ai fait une pause pendant quelques années de parcours. Jusqu'à aujourd'hui, ouais. Oui, après, j'ai fait autre chose. Après, j'étais du coup en surveillant dans mon lycée, là où j'ai passé mon bac, de faire semblant d'avoir l'autorité, de gérer une classe de gamins. C'était assez marrant ça. J'imagine. T'es en internat? Ouais, c'était un internat. Ouais. Du coup, tu dormais sur place? Ouais, 2 soirs par semaine. Ouais. Ok. Ouais, j'avais ma chambre et tout dans l'internat. Et... Ça, niveau vie sociale, c'était pas trop chiant? Ça va, en vrai, je m'entendais bien avec les jeunes. Genre. Tu fais du parcours, t'es un peu un cool kid en vrai. Genre, ouais, moi, ils doivent bien aimer. J'étais plutôt cool. C'était pas le cas de tous mes collègues. Mes collègues qui disaient genre, ah ok, j'ai l'autorité, vas-y, j'ai ça. Bon, c'est là que tu vois les gens qui doivent jamais devenir superviseurs de quoi que ce soit. Ou, ouais. C'est précisément dans ces moments-là, lorsque tu leur donnes un peu d'autorité, qui pète un plomb. Donc, du coup, là, c'était en gros, après le parcours et le cirque, t'as eu tes petits tafs et tes voyages. Ouais. Donc, tu rejoins Alternativa parce que... J'avais fait un service civique, ouais. À Alternativa. Donc, moi, j'étais aussi très actif dans la lutte animaliste, antispéciste. Donc, pour le droit des animaux. Et donc, j'ai eu mes périodes activistes assez radicales où j'ai fait des blocages d'abattoirs. On précise pas vite fait quand même ce que ça veut dire antispéciste. Oui. Du coup, moi, je suis vegan. Donc, c'est-à-dire que je ne consomme aucun produit animal. Donc, pas de viande, pas de poisson, pas de lait, œufs. Miel, tout ce qui provient d'animaux, 0. C'est une alimentation 100% végétale. Et il n'y a aucun problème de santé à ce niveau-là. On peut être vegan, on peut être bien vegan
et être en très bonne santé. Il n'y a pas besoin de produits animaux. Du coup, c'est un choix plutôt, on va dire, éthique, principalement pour les animaux. Puis c'est aussi bon pour l'écologie, bon pour la santé. Il y a plein de raisons de devenir vegan. Je vois peu de raisons de ne pas être vegan, justement. Moi, c'est principalement un changement d'habitude qu'il faut faire et tout le monde n'est pas prêt ou prête à le faire. Ouais, c'est compliqué. Hein. Il y a tout le monde qui est pas... même du point de vue comment t'as grandi, comment t'as été éduqué, c'est pas toujours évident, en vrai. Mais c'est vrai que c'est quelque chose vers lequel je pense qu'il faut tendre quand même. Moi, je vois pas forcément même ça sur le plan forcément purement politique, mais aussi sur un plan personnel, quoi, spirituel et de santé. En fait, la viande rouge, ça te flingue le bide, quoi. Genre, bah ça fait 10 ans que je mange plus de viande. Ça fait 10 ans cette année. Ouais, 10 ans, c'est pas mal. Chapeau. Hein. Et en vrai, maintenant, c'est normal. Enfin, maintenant, j'y pense même plus spécialement. Genre, c'est quelque chose un peu d'acquis, quoi. Au début, quand tu commences, tu dois t'habituer à changer plein de toutes tes habitudes, tu dois apprendre à quoi manger, comment cuisiner, tu vas plus cuisiner. Au début, c'est là qu'il y a eu les changements. T'es directement devenu vegan ou t'es passé Non, j'étais d'abord végétarienne et ensuite vegan. Donc d'abord végétarienne, après vegan. Transition, c'est une sorte de transition. Transition alimentaire, finalement. De régime alimentaire, ouais. Et du coup, maintenant, c'est un peu une évidence. Enfin, maintenant, j'y pense même plus. C'est go vegan, du coup. Je suis pas encore vegan, je suis végétarienne. J'ai trop du mal à arrêter sur le long chemin. Ouais, chacun son vie en général. Chacun son vie. Ce que les végans disent aux végétariens, t'es sur le bon chemin. Bientôt, tu seras vegan. Ça arrivera. Donc j'étais activiste, je faisais militante. Et tu saurais me dire d'où ça vient, le fait que tu sois devenu antispéciste, quoi, genre les valeurs antispécistes. Comment tu les as adoptées, comment c'est arrivé dans ta vie? En fait, c'est d'abord, j'ai commencé par arrêter de manger de la viande juste comme ça pour tester, pour voir quoi. Okay. J'ai vu des vidéos d'abattoirs ou des trucs de 114. À l'époque, c'est la première fois que je voyais des images vraiment de ce qui se passait, ce qui arrivait aux animaux. Et j'avais pas fait le déclic en fait, j'avais pas compris que c'est vraiment des individus derrière et que c'est pas juste, on n'en parle pas en kilos en fait, c'est des individus. Les animaux ont une sensibilité, une sentience. Et puis surtout que, moi je me souviens que les vidéos de L114, mon trigger warning, violence absolue, hein, parce que c'était des trucs abominables à base de les animaux, on les dépecait vivants pour garder une chair tendre, enfin c'est que des trucs horribles. J'ai vu ces premières vidéos là et je me suis dit, bon, est-ce que je peux arrêter de manger de la viande? Mais en mode purement questionnement, est-ce que je peux? Et du coup, pendant une semaine, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. Et là, ça fait 10 ans, quoi. En fait, j'ai jamais remangé de la viande depuis. J'ai changé mes habitudes et je me suis dit, moi, après, ouais, si, je peux être végétarienne et tout. Et après, je suis devenu vegan quand j'ai renforcé mes convictions. C'est là, quand j'ai renforcé mes convictions, que je me suis radicalisé et que je commençais à être militante. Donc tu dirais que c'est de ton véganisme qui a développé mon véganisme qui a été un peu aléatoire. Hein. Ouais. Vraiment, genre sur un coup de tête, je me dis j'arrête de manger de la viande et puis maintenant ça fait 10 ans quoi. Ouais, c'est ça, c'est arrivé comme ça quoi. Et en même temps, c'est que ça devait te tenir à cœur quoi, finalement. Ouais, après c'est devenu une cause importante pour moi. Donc si je comprends l'idée de l'antispécisme, c'est... On parle de défense des droits des animaux. L'antispécisme, en gros, c'est de ne pas faire de distinction entre les espèces, entre les humains et les animaux. On met pas des hiérarchies entre les humains au-dessus, ensuite il y a tel animal, ensuite tel animal. On essaie de traiter le droit à la vie de la même manière. C'est pas de donner les mêmes droits, on ne veut pas donner le droit de vote aux animaux, ou alors des trucs qui seraient un peu loufoques, les gens qui disent là, ça veut dire quoi des droits? Non, le droit de vie, juste le droit de vie aux animaux quoi. Est-ce qu'on peut parler de droit d'autodétermination pour les animaux? Je sais pas si c'est d'autodétermination. Parce qu'en fait, j'entends tellement partout ce terme en ce moment. Surtout pour l'identité de... Parce que en soi, il y a vraiment ce truc de faut laisser les animaux vivre concrètement. Tu vois, en gros, il faudrait que les lois changent et que les animaux aient un statut où ils aient le droit de vivre. Et donc que ce serait interdit de reter la vie pour des raisons de ça fait à manger. Ouais. Voilà, donc ce ne sera pas pour demain, mais c'est le combat qu'on mène. Le chemin se fera et je pense que la suite de l'humanité, c'est que... on va déjà attendre que tous les vieux meurent. Je pense que les humains seront véganes. Moi, j'y crois, hein, sincèrement, parce que même sur le plan écolo, encore une fois, c'est un modèle beaucoup plus soutenable. Même à force de flinguer les climats... les cultures... ce que se rend pas compte aussi, c'est que s'il y a moins de culture végétale, tu peux avoir moins d'animaux aussi, parce que évidemment les animaux mangent aussi. Oui, il y a une croissance qui n'est pas infinie. Donc si au bout d'un moment le climat fait qu'on peut plus cultiver autant de végétaux, on pourra plus non plus élever autant d'animaux, quoi.
Il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est qui mange le plus de soja? Les vaches, non? C'est pas nous, en fait. Non, c'est les vaches, les bovins qui, du coup, mangent énormément de soja. Je sais pas, 10 fois plus que nous. Je sais pas, je dis des chiffres au pif, mais. Sûrement beaucoup plus. Mais ouais, c'est genre. Quasiment et du coup, si au lieu de manger des vaches directement, on mangeait juste le soja, on pourrait en avoir pour. Tellement vegan de dire ça. Oui, non, mais oui, genre, on pourrait nourrir plus de monde. C'est sûr. Ça réglerait aussi le problème de faim aussi. Mais bon, c'est très compliqué et on va pas faire pareil. Bah oui, parce qu'il y a les traditions. Ouais, en France, on est un peu à la traîne. Quand je regarde les autres pays, quand je viens d'autres pays, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, ils sont plus avancés. Moi, je me souviens de mon kiff quand j'allais à Amsterdam, c'était de trouver des trucs végés partout, des trucs vegan partout, tu vois. Alors que suffit d'aller sans aucune forme d'attaque à Strasbourg, va trouver de quoi manger végé, genre dans ce genre de ville, tu vois. Ouais, moi j'aime bien Londres, moi j'aime bien Londres, ouais. l'Angleterre. Bon, c'est super sympa par rapport à ça, mais maintenant qu'on est trans, peut-être. Ah peut-être que l'Angleterre, c'est un peu moins un pays d'accueil, tu vois. Genre. Mais en France, ouais, ça fait peur aussi avec ce qui se passe là, les événements récents. Voilà, le projet de loi qui est passé au Sénat. Pour faire un petit rappel aux gens, il y a une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat cette semaine, qui vise à interdire la transition médicale pour les mineurs, ce qui est une façon de le formuler pour être terrifiant, parce que transition médicale pour les mineurs, ça veut juste dire des bloqueurs de puberté concrètement. Et de le restreindre, depuis c'était interdiction totale. Là, c'est restriction soi-disant pour le bien-être des enfants. Absurde. Ce qui du coup est absurde. Ce qui est complètement absurde. Et qui est à l'opposé de ce que montrent les études ou sur les enfants qui sont trans. Quand on dit transitionner, généralement on parle de niveau hormonal, c'est mettre en pause la puberté, parce que la puberté c'est très violent en fait. Oui. Le corps il change énormément. Et s'il change dans un sens qui ne va pas avec notre identité, avoir le droit de mettre bouton pause. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que derrière les questions de transition chez les mineurs, la puberté, comme tu dis, c'est quelque chose de tellement violent qu'en fait, on a beaucoup de cas d'automutilation, de cas de tentatives de suicide, hyper violents en fait chez des jeunes qui n'acceptent pas les changements qui ont lieu dans leur corps. Et moi, à titre purement personnel, j'ai eu un retard de croissance. Qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir en profiter? Parce que déjà, du coup, vers le lycée, je savais, qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir faire ça, tu vois, aujourd'hui, avoir 10 cm de moins, plus aucun poil, genre vraiment, ça aurait été... Ouais, une fois que la voix, surtout. La voix, c'est un des plus gros trucs. Pour les mecs trans, c'est plus simple parce que la testo, elle fait le taf. Parce que nous, dans notre cas, en tant que femme trans, on n'a pas d'aide. Parce que en fait, dans la puberté des hommes, il y a beaucoup plus de trucs irréversibles, comme la mue de la voix, par exemple, qui est un processus irréversible. Une fois que la voix a mué, elle ne peut pas démuer avec des hormones. Il va falloir faire des entraînements vocaux. C'est pour ça que les hommes trans ont leur voix qui évolue via leurs hormones, parce que la testostérone, c'est de la triche. Faut dire. Je suis pas certain dessus, mais c'est la triche. C'est trop facile. Genre, non, en vrai, force à eux, bien sûr. Ouais. Surtout que c'est super dangereux d'un point de vue santé, à certains niveaux, la thé. Mais. T'as des avantages que les ostrons n'ont pas dans le cas des... Et puis, en fait, les bloqueurs de thé, ça a aussi sens. Enfin, les bloqueurs de puberté, ça a aussi du sens pour les personnes qui sont transmasculines, parce que ça leur évite d'avoir des graisses à des endroits qu'ils veulent pas, ça leur évite d'avoir des seins, ça évite de faire une mammoplastie. C'est-à-dire qu'en fait, moi je trouve ça fou que dans le discours transphobe, on ait des gens qui, diabolisent les opérations de chirurgie esthétique, mais qui mutilent les personnes intersexes. Et qui mutilent les personnes intersexes, mais qui surtout, en fait, c'est des opérations qui seraient pas nécessaires si on nous laissait faire notre transition médicale si on était mineur. En fait, tu peux pas à la fois ne pas vouloir qu'on fasse ces opérations-là, alors que c'est des opérations qui sont la conséquence directe du fait qu'on n'a pas pu bloquer notre puberté, tu vois. Bah, c'est ça. Au bout d'un moment, il y a une cohérence bête dans le discours. Ouais, donc il y a eu ce projet de loi dernièrement, il y a eu le livre abominablement transphobe. Après, c'est le côté médiatique derrière que de passer sur des plateaux et tout. On va voir comment ça évolue, bien sûr. Peut-être qu'il faut pas y donner trop d'importance. De toute façon, moi, ce que je trouve précis, c'est quand tu lis des extraits de ce bouquin, tu vois à quel point c'est du fantasme. Genre, c'est une dinguerie, quoi. Il y a des espèces de scènes de soft porn bizarres où ils s'imaginent ce qu'on a dans la tête, et c'est full dysphorie, genre tout ce qu'ils racontent, quoi. Enfin, bref. Et moi, c'est au niveau de ma transidentité, c'était en fin 2022, début 2023, donc ça fait genre 1 an. J'ai commencé à me questionner du coup sur mon genre, et que j'ai d'abord compris que j'étais pas un garçon.
Je me sentais. Enfin, en fait, j'étais pas vraiment un garçon. Ouais. Et c'est là d'abord où j'étais non-binaire parce que j'étais pas strictement un mec. Bon, du moment où t'es pas strictement un mec, t'es un peu dans ce drapeau non-binaire. Disons, quand tu rejettes le genre de naissance, tu passes dans une forme de transidentité en fait. Sans savoir que j'étais déjà complètement trans, enfin, complètement trans, ça veut rien dire complètement trans, mais que j'étais trans tout court, pas juste non-binaire. Ça, c'est venu plus tard. Quand du coup, j'ai pu explorer ma féminité, le fait de savoir que je suis non-binaire, c'est qu'en fait, il y avait du féminin et du masculin. Le masculin, je rejetais un maximum, et le féminin, j'essayais d'avoir le droit d'avoir des expressions de genre féminines ou des choses qui sont liées à la féminité que j'avais pas le droit en tant que garçon, que j'ai pu commencer à comprendre. Et après, le résultat, c'était que en fait, il y a rien dans la masculinité qui me convient. Et qu'en fait, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Et donc, c'est là que j'ai compris que j'étais une femme trans. Donc, c'était l'été dernier, donc ça fait même pas un an. C'est ça. En 2024. Ok, et du coup, là, niveau transition sociale, médicale et tout, en est où? Alors, là, ce que j'ai fait dernièrement, c'est le changement de prénom officiel. Donc, du coup, j'ai refait mon passeport et ma carte d'identité. Donc là, il faut que j'aille retirer en mairie mon passeport et ma nouvelle carte d'identité avec mon prénom. Trop bien. Angèle. Angèle, je parlais du prénom Angèle. Pourquoi j'ai choisi Angèle? Ouais, vas-y. Ça vient de Angel Devil, le démon ange dans Chainsaw Man, dans le manga Chainsaw Man, qui est un personnage, et j'aime bien le côté ange et ce que ça représente. Pas du tout du côté catholique, mais du côté par rapport à ce manga-là, par exemple. Et donc j'aimais bien l'ange, et je voulais un prénom féminin avec ange, pas juste m'appeler Ange. Ouais. Du coup, je choisis Angèle. Et du coup, j'aimais bien, donc je choisis ça. Donc rien à voir avec la chanteuse. Rien à voir avec la chanteuse. Non. Mais j'aime bien la chanteuse aussi, j'aime bien Angèle. Et aussi, ça pouvait pas être un prénom de quelqu'un que j'ai dans mon entourage. Oui. Enfin, je pouvais pas l'appeler comme une de mes potes, tu vois. Non, mais c'est que ça fait bizarre. Genre, t'imagines, tu prends le nom d'une pote à toi. Ouais. C'est drôle d'ambiance, en fait. Ouais. Au moins que ce soit ta bestie. Qu'elle soit ok avec ça, mais encore, ça reste bizarre. Hein. Ouais, un peu. Ça reste bizarre. Il y a des gens qui font ça. Je crois pas. Enfin, moi, j'en connais pas, en tout cas. Genre, mais à la limite, peut-être... Mais en fait, tout est bizarre. Genre, même reprendre le nom de quelqu'un, n'importe où dans ta vie, tout ça reste bizarre. Genre, moi, je pense que... Justement, parce qu'en fait, t'es dans une période où t'es tellement en train de te construire une identité propre et nouvelle que forcément, t'as envie d'avoir un peu quelque chose d'unique. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres trans aussi qui ont des prénoms pas du tout communs. Et pourtant, tu vois, Angèle, j'en trouve beaucoup de Ange. Ouais. Et de Angel. Et de Angèle. Angel. Avec un L. Genre juste A-N-G-E-L. J'ai jamais rencontré. Moi, t'es la première Angèle que je connais. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ouais. Ah ouais. Et du coup, en anglais, c'est Angel. Donc Angel Devil, ça t'avait parlé dans Chainsaw Man, c'est un personnage dans le manga. Qui est donc un manga. Mon manga, ouais. Est-ce que tu es une véritable petite otaku? On va essayer de perdre tout le monde avec ça, mais parce que moi je pourrais en parler 2 heures aussi. Oui, je sais qu'on pourra. Donc ouais, genre les changements de prénom. Changement de prénom, c'est fait. Donc ça se fait en fait très vite. Ça se fait. Il faut juste une lettre expliquer pourquoi on veut changer de prénom, et on peut ajouter 2 autres témoignages de ses proches qui témoignent que oui, tu t'appelles bien Angèle maintenant, on t'appelle comme ça. C'était mon père et un de mes amis du coup qui a fait un petit truc, petite lettre sinon. Et ça s'est fait très vite en fait en mairie, ça a été accepté. Donc ça c'est pratique. C'est beaucoup plus simple que pour le changement de mention de sexe à l'état civil. Nous on se bat aussi pour que le changement de sexe soit aussi rapide et soit à peu près au même niveau que le changement de prénom. Il faudrait justement que... Je crois que certains pays ont commencé à adopter ça. Justement. Ouais, il y a plusieurs pays en Europe, notamment en Belgique, où tu peux faire par autodétermination. Tu peux choisir ton genre sur ton état civil, du coup. T'as juste à cocher une case, en fait, F ou M. Et il en faudrait une troisième, ou c'est un non-binaire. Ça, on quoi, X, malheureusement, mais... en Allemagne, il y a le 3e genre. Ouais. Je crois que c'est assez récent, c'était 2023. En Allemagne, c'est pas mal, je crois qu'il y a aussi ce truc de pouvoir changer de genre. Et ouais, et par détermination, où tu déclares toi-même ton identité de genre. Je trouve qu'il y a une polarisation en Europe entre les pays qui font passer full des lois transphobes et les pays qui justement s'ouvrent de plus en plus avec ça. Et je trouve que la France justement on n'a pas encore choisi en fait. France on va passer devant un juge pour qu'un juge décide de notre identité de genre. Et tu vois, genre il y a des pays qui clairement se radicalisent dans la transphobie, genre l'Angleterre, l'Italie. Et il y a des pays qui s'ouvrent de plus en plus, genre la Belgique, l'Allemagne. Et je trouve que la France n'a pas encore tranché si elle allait décider de se radicaliser en tant que transphobe. Là, avec la loi du Sénat, il faut que ça soit bloqué, parce qu'en fait, c'est un pied dans la porte. C'est la première loi
pour ensuite faire passer tout le reste. On est là, du coup, depuis ça, dans une contre-offensive France, où on est dans les rues et on lâchera pas le... D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, ouais. C'est en commençant le militantisme trans, justement. Et super rencontre, hein, franchement. Ouais, très bonne rencontre. Donc du coup, tu te poses ces questions-là par rapport à ton genre. Et genre, si on veut être un peu plus dans l'exemple et tout, est-ce que t'as un souvenir précis du moment où genre, tu t'es dit « Ah ouais, non, là, je suis une meuf ». J'avais du coup 2 potes avec qui on était posé un soir en canapé et on discutait. Et je crois que la question qui m'était posée, c'était qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la masculinité, dans le fait d'être un mec. Et j'ai cherché, et je n'ai pas trouvé. Et du coup, quand j'étais là en mode, mais non, mais s'il y a aucun truc, c'est que je suis pas un mec en fait. Bah ouais. Et c'est là le premier déclic de je suis un garçon, il n'y a rien dans ce qui définit un garçon, la masculinité, qui me correspond, qui est qui je suis. Et donc là, j'étais en mode, non, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas un garçon. Bah ouais, en fait, c'est là que j'ai compris que c'était pas un garçon. Parce que je m'identifiais absolument pas dans ça. Et au contraire, dans la féminité, bah, il y avait des trucs où je me reconnaissais. Et c'est marrant parce que justement, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un peu de 2 parcours qui sont en fait, c'est pas si clair que ça, c'est pas si polarisé que ça, mais il y a un peu ce truc de les personnes trans qui commencent par un rejet de la masculinité et celles qui commencent par un attrait pour la féminité. Ouais, moi j'avais l'impression que, en tant que petit garçon, j'avais pas le droit d'être féminine. J'avais pas le droit de croiser les jambes, j'avais pas le droit de croiser les jambes, me comporter. Moi, je me souviens qu'au collège, on pouvait te harceler parce que tu croisais les jambes. N'importe quel comportement féminin, quand t'es un garçon, tu montres pas tes émotions, t'as pas le droit de pleurer. Tous ces petits trucs-là qui te restreignent, en fait, et c'est comme ça que je me sentais. Enfin, je pouvais pas être vraiment comment moi je voulais être. Genre, je devais me restreindre par rapport aux autres. Je devais pas paraître comme ci, comme ça, genre. Donc la féminité, c'était pas possible, c'était pas envisageable. Oui, parce qu'en fait, ça a trop de conséquences de ouf sur ta vie. Tout de suite après, donc c'était pas envisageable. Donc c'est pour ça que je pouvais pas être trans ado parce que c'était pas une option en fait. Ouais, c'est pour ça que justement. Donc j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris que ça pouvait l'être parce que du coup ça semblait même pas être une option en fait. Oui. Puis c'est un peu ce que je te disais, genre dans ce côté de genre j'aurais adoré être une meuf, mais être une meuf trans. Oui, ouais. Et en fait, au final, tu finis par te rendre compte que t'as pas le choix. Moi, c'est vraiment un vrai truc de. Pas un choix, vraiment. C'est ça. En fait, au début, tu te dis, c'est ce que j'adorerais pouvoir. Tu peux. Mais en fait. Tu peux rester dans l'œuf très longtemps. Ouais. T'as fort pour dire que du coup, tu restes. T'as pas encore avec l'eau et que. Mourir dans l'œuf, c'est possible, hein, mais. Ouais. Dramatique. Donc, du coup, là, on a un peu retracé ta vie jusqu'à ta transition. Et à ce moment-là, donc toi, c'est arrivé période Covid. Non, pas du tout. Ça arrivait à la fin du Covid, du coup. Après le Covid. Mais alors. C'était quand. Ouais. C'est-à-dire que là sur ta ligne de vie, on va dire, on s'est arrêté justement avant le Covid pendant tes voyages. Qu'est-ce qui t'est arrivé à partir du Covid? Covid, en fait, je commençais à être. Enfin, je restais chez moi. En fait, j'étais cloîtré chez moi avant le Covid. Ouais. Quand le Covid est arrivé, ça a prolongé exactement dans le même état dans lequel j'étais. Et en gros, c'est l'année où j'ai été diagnostiqué bipolaire. Du coup, j'ai été diagnostiqué du trouble bipolaire de type 2. Donc la bipolarité, en gros, c'est un trouble de l'humeur qui fait qu'on a des phases hautes et des phases basses de manière assez extrême par rapport à une personne neurotypique. C'est-à-dire qu'en gros, on a des états d'euphorie assez grands, on a au centre de l'attention, des phases maniaques où du coup on perd même conscience de qui on est et on peut se prendre pour plus grand que soi-même. Ouais. Et des phases de dépression à l'inverse, l'opposé, qui sont des phases qui peuvent durer plusieurs mois où vraiment on est en dépression, on est malade de ça. Et je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Et c'est en alterne entre eux, c'est malade. Ce qu'il faut comprendre, je pense, qui est important, c'est que tout le monde se dit ah moi aussi j'ai des phases où ça va. Oui, en fait, tout le monde a des phases hautes et des phases basses. Mais quand t'es bipolaire. Mais les phases bipolaires de dépression et de manie ou d'hypomanie qui veut dire plus petite manie. Moi j'ai des manies qui sont plus petites que la manie quand on en parle directement, où du coup tu peux des gens qui se prennent pour Dieu. Pour Dieu ou quoi. Ouais. L'hypomanie, c'est moins fort. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans des périodes où. Ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste. Ça va un peu mieux, ça va un peu moins bien. C'est vraiment. Ça peut être hyper violent. Dans des extrêmes, voilà, où tu peux te mettre en danger. Par exemple, tu peux vouloir mettre en danger au volant, par exemple. Tu peux commencer à faire n'importe quoi, ou
à faire attention à ta propre sécurité, à te mettre en danger potentiellement. Et en phase de dépression, bah, tu peux avoir des pensées suicidaires, des idées noires. Donc en fait, t'es malade dans un cas ou dans l'autre. Ouais. Voilà. Mais c'est une maladie. C'est quelque chose qui se traite, on peut vivre avec. Notamment grâce à des traitements et un suivi psy. Donc je recommande à tout le monde d'avoir des suivis psy si on en a besoin. Il n'y a aucune honte, vraiment. Et puis, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de clichés autour de l'image de la bipolarité. Il y a ce cliché de la personne qui va d'un seul coup, genre, péter un câble. Ouais. En fait, la bipolarité, c'est des cycles. En gros, c'est le cerveau qui est déréglé et qui n'arrive plus à, quand on va bien ou quand on va mal, imaginons qu'on a un événement où on se sent pas bien, on va être déprimé. Mais on va retourner un peu à la raison et on va reprendre goût à la vie petit à petit parce que le cerveau se régule et on peut avoir des bonnes... On peut quand même après passer des jours à déprimer, recommencer à avoir des meilleurs jours. On arrive à trouver du positif dans certaines choses. Petit à petit, ça revient petit à petit. Et ben, quand t'es bipolaire, vraiment t'es bloqué, ton cerveau il fait pas de switch et tu peux rester enfermé dans tes idées noires, idées sombres parce que ton cerveau il t'amène pas de sérotonine. Et du coup, c'est un dérèglement vraiment chimique. Genre, la bipolarité, c'est vraiment dans le cerveau, un dérèglement chimique de l'humeur. Et donc, les médicaments servent à stabiliser et à revenir dans ce qui est. Et c'est pas genre même des antidépresseurs parce que t'es déprimé, c'est plutôt genre il y a un vrai truc d'équilibre. Non, c'est pas juste des antidépresseurs, c'est des thymorégulateurs et régulateurs d'humeur qui permettent d'être moins dans les extrêmes. Et en fait, là où les gens, normalement, on va avoir des périodes où on est très triste, où on est très heureuse, c'est lié à des événements. Alors qu'en fait, quand t'es bipolaire, c'est pas forcément. Tu auras des éléments déclencheurs, mais tu peux tomber en dépression sans aucune raison alors que tout va bien dans ta vie. En fait, c'est un peu ça la différence. C'est que tu peux être là et un peu du jour au lendemain, mais pendant des périodes qui sont de plusieurs semaines, passer d'un état à l'autre sans raison, vraiment. Et ça, c'est ça qui est assez perturbant, c'est que du coup, t'as jamais la main sur comment ta vie va, genre, peut être complètement déréglée par un changement d'humeur soudain qui était pas prévu. Même si tout va bien dans ta vie, tu peux être complètement déprimé. Tu peux tomber en dépression directement, en dépression bipolaire, parce que ton cerveau il switch. Chimiquement, en bimop, tu t'arrives plus à capter la sérotonine. Tu es incapable de prendre du bonheur, du plaisir dans ce que tu fais. Tu prends plus de plaisir et ton cerveau il fonctionne plus correctement. Et après, ça re-switch, et c'est des hauts et des bas comme ça. C'est montagne russe. Et le but, c'est de canaliser un peu ça. Et est-ce que t'as posé des problèmes vis-à-vis de ta transidentité ? Non, juste quand j'ai commencé mon traitement hormonal, en gros, on m'a demandé si je voulais vraiment prendre des bloqueurs de testostérone, sachant que si j'étais bipolaire, parce que quand tu prends des hormones, tu fais une transition hormonale, ton humeur peut changer, ça peut avoir un impact sur ton humeur. Et comme moi, j'ai un trouble de l'humeur, j'avais peur que potentiellement ça a des effets négatifs. Donc, finalement, moi, ma transition, elle s'est très bien passée. J'étais satisfaite de mon changement hormonal. J'ai pas eu de soucis au niveau de l'humeur. Je m'en sentais bien avec, donc ça va, j'ai eu de la chance ou quoi, mais genre c'est bien passé. Ça va là, est-ce que t'as je me pose la question honnêtement, hein, parce que pour le vivre, du coup, je me dis que durant les phases dépressives, la dysphorie, ça doit être quelque chose de particulièrement dur, quoi. En fait, c'est pas les mêmes, c'est vrai que c'est pas les mêmes sujets. Ce qui a été dur, c'était au début, ma transition sociale, quand je demandais de changer le pronom et de me faire appeler elle, de changer de prénom, donc c'était Angèle. Quand c'était pas respecté par mes amis ou ma famille, c'était dur. Mais c'était une période après. C'était la période de transition en fait. La période de transition où je pensais pas passer par là, mais ouais, j'ai eu un moment au début où c'était dur de se faire mégenrer et tout ça. Maintenant, ça va beaucoup mieux avec ma famille, avec mes proches. J'ai plus de soucis. Maintenant, c'est fluide en fait. Et donc, ouais, c'est bon, ça a été accepté par tout le monde. Donc maintenant, ça va. Mais ouais, il peut y avoir une étape qui est un peu compliquée. Mais aujourd'hui, ça va. Je suis entouré. C'est bon à entendre ça déjà. J'ai des amis, enfin voilà, je suis entouré des personnes plus outées autour de mes amis, mes proches, ça n'avait pas de soucis. Le seul endroit où je suis pas outé, c'est en ligne. Pourquoi ? En ligne, quand je joue aux jeux vidéo par exemple. Ah ouais ? Clairement c'est l'inverse, des fois c'est l'inverse. À cause de la voix ? C'est la voix en fait. Comme du coup, la voix elle ne change pas, et les gens perçoivent toujours la voix d'un gars, donc du coup, genre ils me disent il. Et donc du coup, j'utilise le pronom il quand je joue en ligne. Comme ça, je me fais pas cramer que je suis genre une meuf trans parce que flemme d'expliquer qu'il y a une meuf trans dans les jeux vidéo. Les milieux geeks. Dans les milieux, dans les milieux pas queer quoi. Dans les milieux vraiment queer. Pas queer. Hein. Genre, mais il y a très peu de. Il y a des milieux queer, mais là, dans les milieux pas queer, c'est pas plus safe. Donc du coup,
flemme, Ok. C'est marrant parce que moi, genre, j'arrive plus à me dire que c'est des voix de mecs en fait. Genre, j'arrive plus à. C'est juste des voix quoi. Genre, j'arrive plus à me dire, genre, est-ce que cette voix est plus ou moins masculine ou quoi, tu vois. Je sais pas si c'est parce que je fais que parler à des meufs trans depuis 2 mois, tu vois. Mais j'arrive plus à être, ne serait-ce que. C'est vrai que moi, je m'en rends pas autant compte. Ça me choque plus, quoi. Voix de meuf, voix de mec, voix masculine, féminine, grave. Parce que je me souviens qu'au début, quand je voyais une personne complètement féminine qui avait une voix de mec, ça me faisait quelque chose comme ça. Et en fait, maintenant, je me rends plus compte. Ouais. Et genre, ça me choque juste plus. Oui, moi, c'est vrai que je m'en rends beaucoup moins compte aussi. Et ça, je pense que c'est un vrai truc aussi de la transphobie où ça ira de mieux en mieux au fur et à mesure que les gens s'habitueront, tu vois. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien prendre des cours d'orthophonie ou des cours de chant pour féminisation de la voix. J'ai mon ordonnance qui est juste là, faut vraiment que je me bouge. Ouais, j'en ai pas fait encore, mais ouais. J'ai commencé à exercer un peu sur YouTube. Ouais, moi aussi, je l'ai regardé. Et le problème, c'est que ça demande de la régularité. J'étais pas dans une période de ma vie. Donc, du coup, en 2020, on t'annonce que t'es bipolaire. Ouais, j'apprends que je suis bipolaire et ça explique certains comportements passés, plus dans l'enfance ou quoi, dans l'adolescence plutôt, parce que du coup, je suis bipolaire depuis que je suis ado. C'est pas, je n'ai pas découvert là en 2020. J'étais déjà bipolaire. Donc ça explique des périodes que j'ai pu avoir de dépression et sans me rendre compte que mes phases euphoriques c'était des phases hypomaniaques qui n'étaient pas normales en fait. C'était lié à la maladie. Et donc donc j'ai toujours des phases de dépression tous les 6 mois, genre j'alterne entre des phases hautes et des phases basses. C'est quoi la fréquence à peu près? La fréquence, moi j'ai des phases de dépressif qui durent plusieurs mois, jusqu'à ça peut aller de... Plusieurs mois ou le maximum c'est 6 mois. Ok. Dans 6 mois, grosse dépression forte. Et après, pendant 3 mois, euphorie totale. Donc du coup, tu dirais que les phases dépressives sont quand même plus longues que les phases de... plus longues que les phases de... Ah ouais, je passe plus de temps en dépression qu'en euphorie. Ok. Voilà, là, aujourd'hui, ça va, je suis plutôt bien. Mais c'est pas toujours le cas. Dans l'année, c'est plutôt même moins le cas que... Ça va être dur de se rendre compte de sa condition pile pendant le Covid, qu'à un moment on s'est tous retrouvés isolés. Ouais, et du coup moi j'étais déjà isolé et j'ai continué mon isolement avec le confinement en fait. Ouais. Mais j'étais déjà en confinement avant que ça commence en fait. Ouais. J'étais isolé chez moi et tout. Donc j'avais un appart à Grenoble, maintenant j'habite entre Grenoble et Montreuil. Donc j'ai un appart en coloc côté de Paris à Montreuil. Donc là j'ai un pied à terre ici chez ma famille, mes proches, mes amis à Grenoble et des nouveaux potes à Montreuil. Du coup maintenant tout le monde est au courant que t'es bipolaire. Ouais, oui, tout le monde dans mon entourage, les gens savent que je suis bipolaire. Okay. Et là, maintenant, je commence à être un peu régulé au niveau médoc. Ce qui est une galère, en fait, parce que personne n'a le même traitement. C'est des dosages qui sont spécifiques et qui dépendent de chaque personne, de comment il y a effet ça sur toi. Et moi, je commence seulement à être un peu stabilisé là. Depuis l'année 2024, 4 ans, j'ai été diagnostiqué et c'est que maintenant que je commence à être stabilisé. Ouais. Stabilisé, mais en fait, t'apprends tout doucement à vivre avec, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et ça peut prendre du temps. Souvent, t'es diagnostiqué en moyenne avec 10 ans de retard. Moi, j'étais diagnostiqué à 25 ans, tout comme ça. Alors qu'en fait, à 14-15 ans, j'étais déjà bipolaire. Oui, en fait, ça a toujours fait partie de ta vie, quoi. Ouais. Comme la transidentité, finalement. En fait, c'est fou parce que du coup, ça veut dire que sur l'espace de 3-4 ans, t'as quand même appris énormément de choses sur toi-même. Oui, ouais, sur qui je suis, ouais. Ça doit faire quelque chose, quand même. Et pour moi, il y a une grosse différence entre le moi d'avant et le moi de maintenant. Rien à voir. Ouais. Bah ouais. Rien à voir, il y a des trucs en commun, quand même. Mais ouais, gros changement. Et quel impact, si ça a eu sur ta vie d'apprendre ça? D'apprendre que t'es bipolaire. Genre, au-delà de... Le fait d'avoir un nom et de savoir, pour moi, c'est ça que ça sert, de savoir qu'on a une maladie, on a tel truc. C'est qu'on peut agir. On sait, donc on peut faire quelque chose pour aller mieux. Donc quand j'ai su que j'étais bipolaire, j'ai compris que c'était lié à quelque chose et que c'est quelque chose, je pouvais avoir la main dessus et faire quelque chose par rapport à ça. Genre, du coup, j'étais en thérapie, je suis suivi par un psy et j'ai un traitement et j'ai essayé des traitements pendant des années. Et là, cette année-là où ça commence à aller bien. Mais ouais, donc je suis suivi et ça aide à savoir que tu peux agir dessus, quoi. Sinon, t'es perdu, tu sais pas ce qui te passe. Ouais, tu m'étonnes. Tu dois te sentir, comment dire? C'est pas trop ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe et du coup, tu dois forcément le prendre, comment dire, sur toi. Tu dois, tu dois ta faute et tout. Tu culpabilises, en fait, comme beaucoup de troubles, en fait, où ça t'apporte des difficultés que les autres n'ont pas. Du coup, tu te dis, le problème, c'est moi. Et très là, tu vois que le problème, c'est pas toi. Le problème, il te dépasse, en fait. Ouais.
En fait, pendant cette période-ci du Covid, toi, t'as complètement arrêté du coup les voyages. Ouais, je peux voyager, donc j'arrête mon parcours. Donc ça a été, c'était pas les meilleures années. Non. Genre les années Covid 2020 jusqu'à 2022, c'était pas top. Rarement, moi, j'ai commencé à renaître à travers aussi ma transidentité aussi, je pense, avec l'année dernière, 2023, j'ai commencé à me connaître, un peu savoir qui j'étais. Genre c'est un peu là, j'ai un peu une renaissance, quoi. Ok. Moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup, hein, ça se fait renaissance à partir de la transition. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à le ressentir, ce truc de se reconstruire une identité. Et dans une phase de, quelque part, c'est aussi une façon de guérir ce qu'on a vécu quand on était homme, en fait. Parce que, je sais pas si tu partages ça, mais moi, par exemple, sur le plan strictement sexuel, vu que on m'a toujours mis dans un rôle qui n'était pas le mien, je me suis senti très mal en fait à beaucoup de moments, tu vois, de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, il me faut du temps pour justement me réapproprier ma sexualité. Je me retrouvais pas dans les schémas normés, enfin. En même temps, qui se retrouve dans les schémas hétéronormés, par pitié? Non mais dites-moi, est-ce que ça existe vraiment? Moi, je pensais. Les gens qui sont heureux et qui se... Je pensais et en fait non. Tu découvres plus tard qu'en fait non, c'est pas ça qui me plaît, je ne retrouve pas toi là-dedans en fait. Tu fais ça par mimétisme, tu recopies ce que tu as vu, ce qu'on t'a dit. Là où tu découvres vraiment, c'est après quand tu sors un peu de ce cadre-là de normes hétéro, quoi. Parce que ça peut aussi parfois se faire beaucoup sur la sexualité, hein, de toute façon, la découverte de sa transidentité, justement, parce que c'est un des moments, c'est le plus flagrant que t'es pas à ta place, quoi, concrètement. En fait, j'ai compris que j'étais lesbienne, donc du coup, si j'étais lesbienne, ça veut dire que j'étais une meuf. Ouais, c'est ça. Il y a un peu ce truc de... C'est un vrai truc. Oui, du coup, si je suis lesbienne, c'est-à-dire que oui, parce que c'est pas du tout pareil d'aimer une meuf comme un mec et d'aimer une meuf comme une meuf. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est pas pareil. Genre, et dans ce cas, dans la façon d'aimer, parce qu'au-delà de la partie sexuelle, dans la façon d'aimer, c'est vrai que moi, genre, j'ai jamais voulu être protecteur ou... c'était genre, je me sens pas du tout dans les schémas masculins par rapport à ça aussi. Moi, je jouais un peu le jeu de ça, enfin, je devais un peu faire semblant, quoi. On a tous dû faire semblant. Voilà, genre, tu dois faire genre. Sans mauvais jeu de mots. Ouais. Si, il y a jeu de mots. Il y a jeu de mots. C'est validé. Est-ce que tu veux qu'on parle de... Est-ce que tu veux qu'on revienne un peu sur la zonzon? Ah ouais. Oui, c'est vrai que si je peux en parler. On a un peu skip cette étape-là dans le truc, et quand on s'est rencontrés, c'est quand même une des premières choses dont tu m'as parlé. Ouais, je suis ok d'en parler. Du coup, en fait, j'étais activiste animaliste et antispéciste, c'est-à-dire que je me battais pour les droits des animaux. Donc j'allais dans les abattoirs, bloquer les abattoirs, bloquer les chaînes de... dur de voir ce qui se passe dans un abattoir. Très très dur. En vrai. Avec le collectif 269 Libération Animale. On menait des actions d'une action directe, du coup, de blocage d'abattoirs et de libération d'animaux. Et là, du coup, je faisais des actions qui étaient illégales. Donc, je me posais la question dans le militantisme, jusqu'où je vais dans le militantisme? Est-ce que je m'expose à des peines de prison? Et je me disais non, je veux pas aller jusque-là. Ouais. Et là, bim, quand j'étais en plein questionnement sur questionnement là-dessus, voilà, de jusqu'où je vais dans l'activisme. Je suis juste allé un week-end en Allemagne dans un truc pototo, genre un truc, une ZAD en Allemagne où ils empêchent du coup une mine de charbon de s'étendre et de raser la forêt. Il y avait des gens qui vivaient sur place, il y avait une espèce de petit week-end qui était organisé pour papoter. Et moi, je suis venu chill là-bas, tranquille. Ouais. C'était vraiment pas venu pour ça, quoi. Et en fait, je me suis fait choper par des flics. Et j'ai pris quoi, tout le monde. Les actions qui étaient faites? En fait, nous, on n'avait pas d'action, c'était juste on disputait. C'était juste un rassemblement. Et en fait, les flics sont venus nous exclure parce que les gens sont dans les arbres pour empêcher qu'ils restent tout, quoi. Ouais. Les gens vivent là-bas. Moi, j'étais venu un week-end, tu vois. Il y a des gens qui vivent là. Et je me suis fait choper par les flics. On était deux, il y avait moi et une autre meuf. C'était en quelle année? C'était en 2019, je crois. Okay. Avant le Covid. Et je me suis fait choper et j'ai pris pour tout le monde. J'ai pris pour tout le monde parce qu'on m'a... Ouais, c'est un exemple. Voilà, j'ai servi d'exemple. Et j'ai fait du coup 1 mois de zonzon. Parce que la juge a considéré que comme j'étais étrangère, si je rentrais en France, j'allais pas venir au procès. Donc en fait, ils foutent en prison
en attendant ton procès, mais le procès c'était 3 ans plus tard. Ah ouais. Et donc du coup, genre j'ai pris genre juste 1 mois. Ouais. Et le procès, 3 ans plus tard, il est ressorti genre ils ont magouille pour pas qu'il soit. Parce qu'en fait, si au final considéré comme innocente, la prison doit te rembourser. Et comme ils voulaient pas et tout, du coup, genre ils ont fait un accord avec mon avocat. Moi, j'y suis pas allé. C'était 3 ans plus tard. C'était une histoire ancienne. Du coup, le procès a pas eu lieu. Du coup, si, le procès a eu lieu, mais 3 ans plus tard, c'est mon avocat qui est allé. Et puis genre, et puis au final, j'ai ressort avec rien quoi. Mais donc, comment ça se fait que t'as pas eu de compensation du coup pour Non, parce que du coup, j'ai eu en gros l'équivalent. En gros, ils ont fait en mode, ok, on dit qu'on lui met 1 mois. Comme cette personne a déjà fait les 1 mois, et ben. En fait, ils t'ont condamné à 1 mois. En gros, ouais. Et parce que si je voulais me battre pour prouver mon innocence, je me battre contre les flics. Ouais, non. C'est chiant. Genre, ça demande de l'argent, d'avocat et tout. Oui. Et du coup, la prison, je recommande à personne. Ouais, non. Est-ce que tu veux en parler? Bah, c'est. Du coup, vraiment, j'étais pas du tout à ma place, parce que quand je parlais avec d'autres détenus, j'étais là pour des crimes, quoi. Ouais. Et moi, j'étais là en mode de. Toi, t'avais discuté? Ouais, moi, j'étais un pétard mouillé par terre, tu vois. Genre, ouais, voilà. On m'a accusé de tentative de blessure grave, alors que. Tentative de blessure grave? Ouais. En fait, juste comme j'étais pas cagoulé ou rien du tout, ils m'ont pris, ils m'ont connu, puis ils m'ont mis au poste, et après, bim, le 11, quoi. C'était pas prévu du tout, je m'attendais pas du tout. Moi, j'avais mon billet de retour le lendemain en bus. J'étais pas venu causer de problème, en plus, j'étais même pas venu pour faire une action. Hein. C'était un truc. Ouais, non, c'était. Voilà, et je me retrouve là-dedans, en plein milieu, mauvais endroit, mauvais moment. On te menotte, on te met dans une cellule, on t'explique rien. T'as juste un bouli et c'est tout, quoi. Donc, pendant 1 mois, t'es là. Pendant 1 mois, ouais. Donc, au début, c'était très dur parce que j'avais accès à rien. Et au fil du temps, après, j'ai pu faire des demandes et tu peux demander à avoir de la bouffe, tu peux demander à avoir la radio ou la télé pour avoir un minimum. C'est pas de base. Non, de base, en fait, ta cellule, elle est blanche. Il n'y a rien du tout, il y a un matelas, c'est tout. Un matelas, voilà, un évier, des chiottes, quoi, c'est tout. Ok. Et en fait, tu dois demander tout ce que tu veux, tu dois le demander. Si tu veux un livre, tu dois le demander. Si tu veux un stylo, tu dois le demander. Si tu veux une feuille. Donc au début, je demandais que des feuilles et un stylo et je les avais tout de suite. Ouais. La télé, j'ai dû attendre 2 semaines. Ok. Donc tu avais la télé allemande, donc super, quoi. Et du coup, ouais, t'as le droit de sortir 1 heure. C'est le minimum dans les droits humains. Ouais. C'est 1 heure, t'as le droit à 1 heure de l'extérieur, de la cour, quoi. Ok. Donc 23 heures dans ta cellule, 1 heure dans la cour. Pendant 1 mois. Donc ça fait genre 30 heures dehors pendant 1 mois. 30 jours où tu fais. Ouais, c'est ça, du coup, 23 heures. Ce que je veux dire, c'est que du coup, sur 1 mois complet, 23, t'as eu moins de jours où tu pouvais être dehors, quoi. Ouais. Concrètement. Ouais. Alors, si on cumule les heures les unes les autres. Donc ça fait quand même très peu. Ça passe vite 30 heures. Ouais. Où t'es Donc t'es vraiment fermé dans les barreaux, quoi. Est-ce que ça a eu un impact sur ta vie militante derrière, du coup? En fait, ça a malheureusement marché. C'est-à-dire que, malheureusement, en fait, la répression judiciaire, le premier truc que ça m'a fait, c'est que du moment où j'ai eu les menottes aux mains et que j'ai été mis dans une cellule, tout de suite, je me suis dit, j'abandonne le militantisme. Ah ouais. Et j'ai eu l'effet inverse que après, plus tard, quand je suis sorti, j'ai eu en mode, en fait, non, là, j'ai la rage et j'ai envie de me venger et de continuer à me venger. Pas de me venger, mais. Ok, Joe. Enfin, de me venger de cette idéologie-là de répression et tout. Puis même la privation de liberté, maintenant que tu l'as vécu, tu sais à quel point c'est abominable. Ouais. Et du coup, je déteste être fermé contre mon gré. Donc ça va, j'ai fait que 1 mois. Le fille qui s'était fait choper, elle a fait 9 mois. Ah ouais. 9 mois de prison. Parce qu'elle n'avait pas d'avocat. Moi, j'ai payé un avocat, elle n'en avait pas. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est là que tu vois aussi. C'est purement acharnement. Mais c'est aussi, tu vois, là, quand on parle de discrimination sur l'argent, la classe sociale, c'est là aussi où ça se traduit, en fait. Ouais. Ouais, si t'as des sous, tu prends un avocat, si t'as pas de sous, tu les merdes. Et tu prends 9 fois plus. Ouais, tu prends 9 fois. Genre parce que l'écart, 9 fois plus. Oui. 9 fois plus. Sachant que toi, 1 mois, t'as déjà convaincu sur le coup d'arrêter le militantisme pour toujours. Ouais. Donc, après, du coup, c'est revenu après. Maintenant, là, du coup, je suis dans une vibe militante et tout. Maintenant, plus pour transidentité, pour féminisme, tout ça. Avant, c'était plutôt animaliste, écolo.
Mais ouais, j'ai le cœur. À nouveau la flamme. Ouais, la flamme revient. Sacrée vie quand même, hein, entre le parcours, la prison, la bipolarité quand même. Ouais, il y a plusieurs trucs. Ouais. Énormément de choses. Je pense qu'on a fait un peu un tour de tous les sujets que je voulais qu'on aborde. Je pense que dernière précision qu'on peut faire aussi, c'est que évidemment la transition c'est quelque chose de différent chez tout le monde, comme la bipolarité, je pense. Je connais moins le sujet, mais j'imagine que c'est pas pareil chez tout le monde. Donc encore une fois, c'est un témoignage. On donne juste ce que nous on a vécu. Ouais. On n'est pas là pour donner des conseils. C'est grave. Ouais, c'était cool. Ouais. Bon, franchement, c'était bien. Moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit format c'était sympa. En plus, c'est vraiment le format de entre potes. Ça reprend un peu quand on s'est rencontrés et quand on s'est Oui, c'est ça. C'est vrai. Et ça t'a pas gêné d'être convivial, d'être filmé ou quoi? Non, du tout. Ouais. Non, c'est cool. Non, c'est convivial, ça va. Ou genre t'as un mot de la fin, ou des trucs genre est-ce que tu veux recommander quelque chose? Oui, c'est vrai que j'y ai pas du tout pensé encore à. Bah tiens, on va faire ça. Qu'est-ce que tu. Ouais, genre. Est-ce que tu pourrais recommander quelque chose? Je crois que si je dis pas de conneries, c'est le bouquin de Lexi, une histoire de genre. Une histoire de genre de qui? Ouais, de Lexi. Qui est du coup une meuf trans qui est militante, qui du coup a écrit un bouquin sur l'histoire du genre et c'est super intéressant. Donc c'est, je crois, une histoire de genre de Lexi. Petite recommandation musicale? Musicale, ouais. Musicale. Artiste préféré, c'est Théa. Théa, ouais. T-H-E-A. Meuf trans, trop stylée. Ouais, génial, le pop punk rock, genre c'est pop punk rock, c'est une ambiance vraiment soit très doux, genre enfin pas doux du tout, mais soit très 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 hard, soit très genre hard mais pink, genre en mode. Ouais. De toute façon, moi, genre, c'est quelque chose que je défendrais et que je commence à vraiment être convaincu, c'est que queer is the new punk. Hein. Genre, objectivement. Parce que si tu veux te construire en dehors des normes sociétales, aujourd'hui, déjà, tu commences par casser les normes patriarcales, je trouve. Et de toute façon, on voit bien que musicalement, il commence à y avoir de sérieux liens qui commencent à se tisser. Je pense notamment à Changeline. Ouais, Changeline aussi. Donc, Changeline. Quasi du pur punk par moment, Changeline. Ouais, clairement. Je recommande les deux. Ok. Écoute, ce sera notre mot de la fin, je pense. Ouais. Hein? Et c'était un plaisir de passer. Un plaisir également d'avoir fait ça avec toi. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. Bisous. Bisous.